Le juge annonce un poste de stagiaire, mais celle qui frappe à la porte plonge tout le monde dans le silence. Personne ne s'attendait à ce que cette journée se termine comme elle s'est terminée. Personne dans la salle, aucun des candidats qui étaient arrivés en avance, pas même la secrétaire qui connaissait le palais de justice sur le bout des doigts. Personne. Et le plus impressionnant, c'est que tout a commencé de façon absolument normale, avec une simple annonce, un mardi matin qui ressemblait à tant d'autres. Le docteur Étienne Rochefort avait la réputation d'être un homme qui ne laissait entrer dans son palais de justice que ce qu'il avait approuvé au préalable. 32 ans assis dans ce fauteuil d'acajou vieilli, 32 ans à regarder ces murs lambrissés de bois sombre et ces luminaires dorés que personne ne remplaçait jamais parce qu'ils semblaient éternels. Pour lui, l'ordre des choses n'était pas un détail, c'était la vie elle-même. Chaque candidat sélectionné, chaque papier signé, chaque décision prise avec le poids de celui qui sait que le dernier mot lui appartient toujours. Mais ce matin-là, lorsque la porte du fond de la salle s'est ouverte et que tout le monde a tourné la tête en même temps, le docteur Étienne est resté figé, les mains ouvertes sur la table de bois, les yeux fixés sur l'entrée. Et ce silence qui est tombé n'était pas le silence respectueux auquel il était habitué. C'était un autre genre de silence, le genre qui serre la poitrine de ceux qui sont là. La jeune femme s'est arrêtée sur le seuil de la porte. Cheveux sombres et longs, tailleur noir, chemisier clair. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans son apparence, rien qui puisse justifier la réaction des personnes présentes dans la salle. Mais le nom qu'elle a prononcé en ouvrant la bouche a suffi à changer l'air de l'endroit. Chloé Bernard, je suis venu postuler pour le stage. Et c'est exactement à ce moment-là que le docteur Étienne a compris que ce mardi ne se terminerait pas de la même manière qu'il avait commencé. L'annonce du poste avait été faite 3 semaines plus tôt, de façon discrète, comme c'était la coutume au palais de justice. Madame Colette, la secrétaire qui était là depuis plus longtemps que n'importe quel stagiaire ayant jamais emprunté ce couloir, avait affiché un avis sur le panneau d'affichage du hall et envoyé un avis aux facultés de droit de la région. Un poste, profil technique, bons résultats universitaires, disponibilité totale. Rien d'extraordinaire. 12 candidatures étaient arrivées. Le docteur Étienne les avait triées personnellement, comme il le faisait toujours, et avait sélectionné 5 candidats pour l'entretien collectif d'ouverture. Cette réunion au cours de laquelle il présentait le palais de justice, parlait de ce qu'il attendait d'un stagiaire, puis laissait chacun se présenter. Une sorte de première impression qu'il prenait très au sérieux. Les 4 autres candidats étaient déjà assis sur les chaises alignées lorsque Chloé est entrée par cette porte du fond, celle qui donnait sur le couloir latéral, celle que presque personne n'utilisait. Elle était arrivée en retard. Pas beaucoup, environ 8 minutes, mais assez pour que la réunion ait déjà commencé et pour que tous les regards se tournent vers elle au moment où la porte a grincé. Madame Colette, assise dans le coin avec un cahier sur les genoux, a regardé la jeune femme, puis a regardé le docteur Étienne. Seule une personne qui connaissait bien la secrétaire aurait remarqué ce mouvement. Une fraction de seconde, presque rien. Mais elle a remarqué le nom sur le badge improvisé que Chloé tenait à la main, et quelque chose a changé sur le visage de Madame Colette. Le docteur Étienne est resté à regarder la jeune femme pendant un temps qui a semblé bien trop long pour le contexte. « Entrez », a-t-il dit. La voix est sortie comme toujours, ferme, mais ceux qui ont prêté attention ont remarqué qu'il avait mis plus de temps que d'habitude à prononcer ces 2 mots. Chloé s'est dirigée vers la chaise vide au bout de la rangée, a ajusté sa veste et a attendu. Elle ne semblait pas nerveuse, et cela en soi était déjà une chose qui attirait l'attention parce que tous les autres candidats, 4 jeunes gens qui avaient probablement mal dormi à cause de l'anxiété, étaient tendus d'une manière qu'on pouvait sentir dans l'air. Le docteur Étienne a repris sa présentation. Il parla de l'histoire du palais de justice, des principes qui guidaient son travail, de ce qu'il attendait de chaque personne qui franchissait cette porte. C'était un discours qu'il avait prononcé tant de fois qu'il sortait presque tout seul, mais qu'il observait bien, aurait vu ses yeux revenir, de temps à autre, vers le coin où Chloé était assise. Quand vint le moment où chaque candidat devait se présenter, le docteur Étienne demanda qu'il commence par la gauche. Chloé était à l'extrémité droite. Elle serait la dernière. Les 4 premiers parlèrent de façon prévisible. La fac, le semestre, les expériences antérieures, pourquoi ils voulaient faire un stage là? Le docteur Étienne écoutait, prenait des notes,
posait une question par-ci, par-là. La mécanique était connue. Quand vint le tour de Chloé, elle se leva lentement, avec ce calme qui avait attiré l'attention depuis le début. « Je m'appelle Chloé Bernard. Je suis en 9e semestre de droit. J'ai la meilleure moyenne de ma promotion et j'ai déjà travaillé comme assistante dans 2 cabinets d'avocats au cours des 3 dernières années. » Elle fit une brève pause. « Mais la principale raison pour laquelle je suis ici est personnelle. Et je crois que le docteur Étienne le sait. » Le silence revint. Différent du premier, il avait un poids que les autres candidats ne comprenaient pas mais qu'ils ressentaient. Le docteur Étienne posa son stylo sur le bureau avec précaution. « Toute considération personnelle reste à la porte de cette salle, dit-il. Ici, seul compte le mérite technique. »« Avec tout le respect que je vous dois, répondit Chloé, vous êtes le premier à avoir mélangé les 2 choses, il y a 8 ans. Écoutez, il faut que je m'arrête un instant avant de continuer. Parce que quand j'ai lu ce passage pour la première fois, je me suis demandé ce qui avait bien pu se passer entre ces deux-là. Qu'est-ce qu'une jeune femme comme elle, au début de sa carrière, portait en elle au point d'entrer dans une salle pleine de monde et de dire cela comme ça, avec toute cette tranquillité? Parfois, le courage le plus difficile n'est pas celui qui crie. C'est celui qui parle à voix basse, les yeux dans les yeux. Le docteur Étienne demanda une suspension de séance de 10 minutes. Les autres candidats furent conduits vers la salle d'attente par Madame Colette, qui s'en acquitta avec l'habileté de celle qui avait vu assez de situations délicates pour savoir quand il était temps de libérer la place. Chloé resta. Elle ne s'était pas levée quand les autres sortirent. Elle attendit, les mains posées sur les genoux, comme quelqu'un qui avait assez attendu pour savoir que quelques instants de plus ne changeaient rien. Le docteur Étienne resta un long moment à la regarder après que la porte se fut refermée. « Vous auriez dû me prévenir que vous alliez postuler, dit-il. Vous auriez refusé ma candidature. Je l'aurais analysée. Non, dit-elle, sans rudesse, mais sans complaisance. Vous auriez trouvé un motif technique pour m'éliminer avant même de me voir. » Étienne se leva de sa chaise et alla jusqu'à la fenêtre. Il avait une légère courbure des épaules qui ne venait pas de la paresse mais de celle que le temps imprime à ceux qui portent une charge lourde depuis longtemps. Dehors, la cour du palais de justice était vide à cette heure de la matinée. « L'affaire de votre père, dit-il sans se retourner, a été tranchée conformément à la loi. »« Je sais, répondit Chloé. J'ai lu tout le dossier, 3 fois. » Cette réponse fit se retourner Étienne. Jean Bernard avait été propriétaire d'un atelier de menuiserie qui existait depuis 22 ans, dans une petite ville de province lorsque l'affaire arriva au palais de justice, où siégeait le docteur Étienne. Un conflit avec un associé commercial qui avait intenté une action en justice alléguant des irrégularités dans la répartition d'un ancien contrat. L'affaire était compliquée, pleine de documents, pleine d'interprétations possibles. Et le docteur Étienne, à cette époque, avait pris une décision qui avait favorisé l'associé. L'atelier de menuiserie ferma 18 mois plus tard. Jean ne parvint jamais à se relever de la même manière. Et la famille Bernard passa une décennie à tenter de rééquilibrer une vie qui avait été ébranlée d'un seul coup. Chloé avait 12 ans lorsque l'affaire fut tranchée. Elle ne comprenait pas bien ce qui se passait. Elle savait seulement que son père rentrait à la maison de plus en plus silencieux et que sa mère restait parfois dans la cuisine, les yeux rouges, en croyant que personne ne la voyait. Ce n'est que lorsqu'elle est entrée à la faculté de droit et qu'elle est allée chercher les documents qu'elle a compris, pleinement, ce qui s'était passé. « Je ne suis pas venue ici pour me venger de qui que ce soit, » dit-elle au docteur Étienne, toujours assise, toujours avec ce calme qui désarmait tout argument émotionnel qu'il aurait pu utiliser. « Je suis venue parce que je veux comprendre comment on décide une chose pareille. Je veux voir de près comment un juge pense. Je veux apprendre. Et pourquoi ici, il y a d'autres palais de justice, parce que c'est ici que c'est arrivé. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, on continue. » Étienne s'approcha de la table, ouvrit la chemise qui contenait son curriculum vitae. Résultats élevés. Recommandations des cabinets où elle avait travaillé. Aucune tâche, aucune faille technique qui justifierait un refus. Elle était arrivée en retard, mais ce n'était pas une raison suffisante et ils le savaient tous les deux. Il referma la chemise. « Vous commencerez lundi, » dit-il, comme n'importe quel autre stagiaire. Pas de traitement spécial,
pas de conversation sur le passé pendant les heures de service. Chloé se leva. « Je n'ai pas demandé de traitement spécial, » répondit-elle. « Je n'en ai jamais demandé. » Elle sortit de la pièce avec le même pas calme avec lequel elle était entrée. Et Étienne resta là, regardant la chemise fermée sur la table, avec cette sensation qu'on a quand on se rend compte que quelque chose qui était enterré depuis longtemps vient d'être déterré, et qu'il n'y a plus moyen de le recouvrir. Les premiers jours de stage se déroulèrent d'une manière que n'importe quel observateur extérieur aurait qualifié de normale. Chloé arrivait tôt, faisait les tâches que Madame Colette lui confiait, restait tard quand il le fallait. Elle ne se plaignait pas, ne posait pas plus de questions que nécessaire, ne créait pas de situation. Elle était douée dans ce qu'elle faisait, et tout le monde au palais de justice s'en rendit vite compte. Madame Colette, qui avait 63 ans et une capacité extraordinaire à observer sans avoir l'air d'observer, la surveilla du coin de l'œil dès le début. Non pas avec méfiance, mais avec cet intérêt de quelqu'un qui reconnaît quelque chose de familier chez une personne. Certains après-midi, alors qu'ils étaient seuls à trier des dossiers d'archives, la secrétaire dit, sans lever les yeux des documents, « Votre père a toujours l'atelier de menuiserie ?» Chloé s'arrêta une seconde. « Il a un petit atelier à la maison. Ce n'est plus l'ancien atelier, mais il n'a jamais abandonné le bois. » Madame Colette acquiesça lentement. « Je connaissais votre père de nom, dit-elle. À l'époque du procès, c'était un nom qui revenait souvent ici. » Chloé attendit, sans brusquer les choses. « Madame Colette, dit-elle après un moment, est-ce que vous vous souvenez de quelque chose à propos de cette affaire, quelque chose qui n'était pas dans le dossier ?» La secrétaire rassembla lentement les papiers, tapa les bords sur la table pour les aligner, mit le trombone. Elle fit tout cela sans se presser. « Je me souviens de beaucoup de choses, dit-elle, mais la mémoire n'est pas un document. » Et c'est exactement cette phrase qui resta dans la tête de Chloé durant les jours suivants. Elle ne resta pas inactive. Pendant ses heures libres, au cours des nuits de l'appartement où elle vivait seule, elle retourna aux documents de l'ancienne affaire, à ceux qu'elle avait réussi à obtenir au fil des années, et commença à tout organiser d'une manière différente, avec le regard de quelqu'un qui comprend désormais la loi, avec le regard de quelqu'un qui avait étudié et travaillé pour comprendre. Et c'est là, un jeudi soir, avec les papiers étalés sur la table de la cuisine et le café qui refroidissait à côté, qu'elle a vu une incohérence. Petite, mais elle était là. Une date sur l'un des documents présentés par la partie adverse qui ne correspondait pas à un autre document de la même période. Ce n'était pas une erreur grossière, c'était subtil, du genre qui passerait inaperçu pour quelqu'un qui ne cherchait pas attentivement. Mais pour celui qui regardait, il était impossible de ne pas voir. Il y a des choses qu'on découvre et on reste un moment immobile, en essayant de comprendre l'ampleur de ce qui se trouve devant soi. J'imagine que ça s'est passé comme ça pour elle cette nuit-là. Chloé arriva au palais de justice le lendemain matin avec les documents dans une chemise. Elle attendit la pause de midi, quand les autres stagiaires partirent déjeuner et que le couloir devint silencieux, puis frappa à la porte du bureau du docteur Étienne. « J'ai quelque chose à vous montrer, » dit-elle. Étienne regarda la chemise, puis elle. « Asseyez-vous. » Chloé étala les documents sur son bureau et expliqua ce qu'elle avait trouvé. Pas avec colère, pas avec accusation, avec la précision de quelqu'un qui avait beaucoup étudié pour en arriver là. La date sur l'acte de cession qui ne correspondait pas à l'enregistrement d'une autre transaction du même mois. Le détail qui, s'il était vérifié, indiquerait que le document présenté dans le dossier pouvait ne pas être authentique. Étienne resta à lire en silence pendant un long moment. Chloé attendit. « Tu sais ce que tu es en train d'insinuer, » dit-il sans lever les yeux. « J'insinue que vous avez peut-être été trompé, » répondit-elle. « Tout comme mon père l'a été. » Cela arrêta Étienne. Pendant 8 ans, il avait porté la décision de ce procès comme une pierre qui était à sa place. Cela avait été techniquement correct. Il avait suivi ce que les documents présentaient. Mais il y avait une partie de lui, une petite partie qu'il n'avait jamais laissé grandir, qui avait été troublée depuis le début par cette affaire. Une sensation qu'il avait appris à ignorer. Cela nécessiterait une vérification officielle, dit-il. Je ne peux pas simplement rouvrir un dossier sur la base d'un soupçon. Je sais, dit Chloé. Ce n'est pas ce que je demande. Qu'est-ce que tu demandes? Elle prit un moment. Je veux que vous reconnaissiez que vous avez peut-être été trompé.
Pas en public, pas dans un document. Juste ici, entre nous. Parce que mon père a passé 8 ans à croire qu'il avait fait quelque chose de mal, qu'il avait échoué d'une manière ou d'une autre. Et il n'a pas échoué. C'est le procès qui a échoué. Étienne posa ses lunettes sur les documents et passa la main sur son visage. Il avait maintenant des cheveux complètement blancs, un visage marqué par celui qui avait beaucoup vécu, et à cet instant, il semblait porter chacune de ces années d'une manière qui restait rarement visible. « Chloé » dit-il, et ce fut la première fois qu'il utilisa son prénom sans la formalité de tout autre contexte. « J'ai besoin que tu comprennes une chose. » Elle attendit. « Quand une affaire arrive jusqu'à moi, j'analyse ce qui est là. Seulement ce qui est là. Pas ce qui manque, pas ce qui aurait pu être présenté différemment. Ce qui est là. » Il regarda les documents. « Si ce que tu as trouvé se confirme, cela signifie que j'ai été trompé par une documentation frauduleuse. Et c'est une chose sérieuse, une chose que je devrais enquêter de la bonne manière, avec les bons outils. » « Alors, vous allez enquêter ?» Il tarda à répondre. « Je vais vérifier, dit-il, avec précaution, et de la bonne manière. » Chloé referma la chemise lentement. « C'est suffisant, dit-elle. » Elle se leva, mais avant d'atteindre la porte, Étienne parla de nouveau. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir un avocat avec ça? Tu aurais pu essayer de rouvrir le dossier par d'autres voies. » Elle resta la main sur la poignée. « Parce que mon père est déjà trop vieux pour une bataille de plus. Il n'a pas besoin d'un autre procès. Il a besoin de savoir que ce n'est pas lui qui a échoué. » Elle tourna la tête de côté, pas exactement vers lui, vers un point au milieu de la pièce. « Parfois, ce dont on a le plus besoin, ce n'est pas de la victoire, c'est de comprendre. » Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, on continue. Dans les semaines qui suivirent, le docteur Étienne fit ce qu'il avait dit qu'il ferait. Avec discrétion, sans faire de vagues, il actionna les canaux qu'il connaissait pour vérifier l'authenticité des documents qui avaient été présentés dans le procès de 8 ans plus tôt. C'était un chemin lent, bureaucratique, plein de murs à contourner. Mais il connaissait les chemins. Chloé poursuivait son stage, elle continuait d'arriver tôt, de bien faire ce qui lui revenait, sans demander où en était la vérification. Un après-midi, Madame Colette s'arrêta à côté d'elle pendant qu'elle rangeait une caisse de vieilles archives. « Vous ressemblez beaucoup à votre père, » dit la secrétaire à brûle-pourpoint. Chloé leva les yeux. « On ne me l'a jamais dit. Ce n'est pas l'apparence, c'est l'entêtement. » Madame Colette esquissa un sourire en coin. « Le bon entêtement, celui qui n'abandonne pas avant d'arriver là où il faut. » Chloé resta silencieuse un instant. « Vous saviez, » dit-elle lentement, « vous saviez qu'il y avait quelque chose d'anormal dans ce dossier, à l'époque. » Madame Colette ne répondit pas immédiatement. Elle arrangea les papiers sur l'étagère avec soin. « Ce que je savais, c'est qu'un document était arrivé hors délai et qu'il avait été accepté quand même sous la pression de la partie adverse. Je l'ai dit au docteur Étienne à l'époque. » Elle marqua une pause. « Il a jugé que c'était dans les limites du règlement. Et il n'en a plus jamais reparlé. Plus jamais. » La secrétaire prit une autre caisse sur l'étagère. « Mais je l'ai noté parce que c'est mon habitude, je note tout. » Cette phrase fut celle qui ouvrit la deuxième porte. Le carnet de Madame Colette, cette habitude silencieuse de plusieurs décennies, contenait des relevés de dates, des conversations, des détails qui ne figuraient dans aucun document officiel. Et lorsqu'un après-midi de forte pluie, avec le palais de justice presque vide, elle posa le carnet de cette période sur la table et laissa Chloé lire la bonne page, tout y était. La date d'arrivée du document, la note indiquant qu'il était arrivé hors délai, le nom de celui qui avait appelé pour faire pression en faveur de son acceptation. C'était l'associé de Jean, celui-là même qui avait intenté le procès, celui-là même qui avait gagné. Quand Étienne vit cette note combinée avec ce que la vérification technique avait commencé à indiquer, il resta silencieux très longtemps. C'était le genre de silence qui ne demande pas à être interrompu. Puis, il prit le téléphone. Il ne s'agissait pas de rouvrir le dossier, du moins pas immédiatement, pas de la manière simple, mais il y avait un chemin possible. Une demande de révision documentaire fondée sur une irrégularité formelle qui pourrait, à long terme, mener à une réparation. C'était complexe, c'était long,
et Jean-Bernard ne récupérerait probablement jamais ce qu'il avait perdu sur le plan matériel. Mais la trace, la vérité couchée sur le papier, était possible. Étienne l'expliqua à Chloé la semaine suivante. Les documents sur la table, dans un langage technique mais avec une clarté à laquelle elle ne s'attendait pas. « Ça va être long, dit-il, et ça ne changera peut-être pas grand-chose en pratique. Je sais, mais ça changera la trace. C'est ce qui compte. » Étienne la regarda. « Vous aurez besoin d'un avocat pour conduire la demande. Vous ne pouvez pas vous en charger vous-même pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts. J'ai quelqu'un qui peut m'aider. » Il acquiesça. Puis après un moment, il dit une chose qu'elle n'attendait pas. « J'aurais dû insister davantage sur ce dossier. Il y avait un malaise que je connaissais et que j'ai choisi de ne pas suivre. » Il ne s'excusa pas en ces termes. C'était presque plus lourd que des excuses. C'était un homme de 70 ans reconnaissant à voix haute qu'il avait échoué dans l'une des choses qu'il considérait comme les plus importantes de sa vie. Ça ne me sortira pas de la tête de sitôt. Chloé le regarda. Il y avait dans ce moment quelque chose de différent de tout ce qu'elle avait imaginé au fil de toutes ces années. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas exactement un soulagement. C'était quelque chose de plus silencieux que cela. « Vous avez été trompé, dit-elle. Cela aussi est réel. » Et ce fut la chose la plus généreuse qu'elle aurait pu dire. La demande de révision fut déposée 2 mois plus tard, menée par une avocate que Chloé connaissait de la faculté, une femme expérimentée qui accepta l'affaire lorsqu'elle comprit ce qui était en jeu. C'était un long chemin à parcourir, plein d'étapes et d'attentes, mais il était en cours. Na tarde em que o protocolo foi confirmado, Chloé ligou para o pai. Jean-Bernard tinha 67 anos, uma voz que ainda carregava a cadência calma de quem passou a vida trabalhando com as mãos. E quando a filha explicou o que estava acontecendo, ele ficou quieto por um tempo. « Chloé », ele disse por fim. « Pai, você passou quanto tempo nisso? »« Uns 8 anos, ela respondeu, com uma leveza que não era descaso. Era a leveza de quem chegou do outro lado de algo muito pesado. Mas só fiz de verdade nos últimos meses. Jean ficou em silêncio de novo. Ela escutou a respiração dele do outro lado. Aquele silêncio que ela conhecia desde pequena. O silêncio dele quando estava processando alguma coisa grande demais para virar palavra rápido. « Você não precisava ter feito isso por mim, » ele disse por fim. « Eu sei, » ela respondeu, « mas precisava fazer por mim. » O estágio terminou no prazo combinado, 6 meses depois daquela terça-feira em que Chloé tinha entrado pela porta do fundo e deixado todo mundo em silêncio. Ela saiu com uma carta de recomendação do Dr. Etienne, escrita à mão, que dizia que ela tinha uma capacidade rara de separar a emoção da análise sem perder a humanidade de nenhuma das duas. Ela leu aquela carta 3 vezes antes de guardar. Madame Colette, no último dia, deu a ela um abraço discreto no corredor e disse: «Cuida bem do seu pai.» Nada mais. E Chloé saiu por aquela mesma porta do fundo, a que quase ninguém usava, levando junto tudo o que tinha trazido e um pouco mais do que esperava encontrar. O Dr. Etienne ficou na janela do escritório por um longo tempo naquela tarde, olhando o pátio de fora. Tinha alguma coisa diferente no jeito que ele estava parado. Não era remorso puro, era algo mais complexo, a sensação de quem olha para trás e vê um caminho que poderia ter sido outro, sem ter a ilusão de que pode mudar o passado, mas com a clareza de que o presente, aquele ali, tinha sido diferente. E às vezes, isso é o mais honesto que a vida oferece. Fim da história. Essa história me ficou na cabeça por um bom tempo depois que terminei de ler. A Chloé não foi atrás de vingança, foi atrás de algo mais difícil ainda, da verdade, e de um reconhecimento que ninguém podia garantir que ia encontrar. Faz pensar em quantas histórias parecidas existem por aí de gente que carregou um peso por anos sem entender de onde ele veio. Conta pra gente o que você achou nos comentários, a gente lê tudo com muito cuidado. E de onde você está assistindo agora? Adoraria saber. Se a história chegou até você, deixa o like e não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas. Muito obrigado pela companhia hoje.